Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée. DH à la portée de tous, le droit de l'homme à la portée de tous. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Maître Priska Edika Bengue. Et sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous Maître Henri Wimboloa. Maître Henri, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Maître Henri, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est le président de l'ONG AUDEF, Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux. Il est un défenseur de droits de l'homme très qualifié. C'est d'ailleurs à ce titre que nous les recevons sur notre plateau. Avec Maître Henri, nous allons continuer avec notre thématique très pertinente où nous allons parler sur la mise en œuvre des observations finales concernant le 10e rapport périodique en République démocratique du Congo. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons toucher les questions sur l'actualité. N'est-ce pas, Maître Priska? Oui, Maître Jaël Manzambi, sur l'actualité, nous allons parler de l'arrivée du président Emmanuel Macron en RDC. Et nous avons la guerre dans l'est de notre pays et ainsi que nous allons parler de l'atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur la justiciabilité de DESP, droits économiques, sociaux et culturels. Merci beaucoup, Maître Priska. Alors, Maître Henri, nous avons appris que le président français Emmanuel Macron est en République démocratique du Congo. Certains compatriotes ont manifesté contre son arrivée en RDC et d'autres, par contre, applaudissent pour la diplomatie agissante du gouvernement. Quel est votre point de vue quant à ça? Maître Jaël Manzambi, Maître Priska Edika Bengue, merci pour l'invitation, merci pour nos téléspectateurs. Je pense, comme certains de nos frères et sœurs, que l'arrivée du président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo entre dans le cadre de relations diplomatiques de la RDC et la France. C'est une bonne chose, et même sur le plan biblique, on dit « Et bénie la maison qui reçoit des visiteurs ». Cependant, on a constaté effectivement des manifestations de part et d'autre, des mouvements citoyens qui ne voudraient pas que le président Macron arrive en République démocratique du Congo. Et cela pourquoi? C'est à ce stade que moi je dis, pour ceux-là qui ne veulent pas qu'il ne vienne, qui ont manifesté, c'est leur opinion. Nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie, chacun peut exprimer sa volonté. Ce qui est à déconseiller, ce qui est à condamner, c'est de recourir à la violence. Recourir à la violence sous toutes ses formes, là, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsqu'on s'exprime et on sait faire des recommandations, eh bien, les oreilles sont ouvertes, même par le président Emmanuel Macron. Il écoute, il voit qu'en République démocratique du Congo, il y a un problème de la sécurité à l'est du pays. Et bon nombre de personnes considèrent ou croient que la France joue un mauvais jeu par rapport à ce problème de la paix en RDC. Pourquoi? Parce que, dit-on, la France a soutenu un projet au niveau de l'Union européenne pour soutenir financièrement le Rwanda avec des armes. Et quand on sait que le Rwanda appuie le M23 qui fait la guerre en République démocratique du Congo depuis des années, là, c'est la raison qui fait que les gens se disent « ce n'est pas bon ». Mais ce qui est le plus important, c'est la recommandation qui sort de toutes parts, que de ceux qui acceptent favorablement son arrivée, que de ceux qui disent qu'il ne devrait pas arriver. Une recommandation forte, c'est qu'on demande à la France d'avoir une politique étrangère fondée sur les droits de l'homme et que la position de la France soit très claire pour condamner publiquement, officiellement, le soutien du régime de Kigali au M23 qui fait la guerre en République démocratique du Congo et faire stopper cette guerre. Et cela, ça donne encore de la vigueur dans les relations diplomatiques entre la RDC et la France. Et donc là, nous saluons encore toutes les déclarations des ONG qui ont abondé dans ce sens-là, y compris OMCT, FIDH, plusieurs ONG internationales et nationales ont formulé des recommandations dans ce sens que la France priorise les droits de l'homme dans ses relations, dans sa politique étrangère. Maître Henri,
Partant de vous dire, vous pensez que l'arrivée du président Macron sera un soulagement pour le peuple congolais avec la situation de l'Est? Nous pouvons l'espérer parce qu'il vient toucher, n'est-ce pas, à la base, ce que le peuple congolais, qui est parmi le peuple le francophone majoritaire dans le monde, qu'ils ont des problèmes, des préoccupations, il y en a même, on peut dire, qui ont des mécontentements face à la politique étrangère de la France par rapport à la situation de la RDC. Il y en a qui disent, par exemple, qu'on voit seulement des intérêts économiques, mais on ne voit pas la situation du peuple congolais. Et donc, cette arrivée permet que le président touche le problème, touche le cœur des Congolais à la base. Il va parler. S'il le soutient, elle va se dire, non, ce n'est plus le moment de soutenir, il faut encourager les meilleures relations. Donc là, nous disons et nous l'espérons que quelque chose va changer dans la politique étrangère de la France par rapport à la RDC. Merci beaucoup, Maître Henri. Nous espérons que quelque chose changera avec l'arrivée du président français. Maître Henri, dernièrement, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé un atelier de formation sur le droit économique, socio-culturel. Quel est votre point de vue par rapport à cet atelier? Oui, c'est un atelier très intéressant sur la question de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Et les droits économiques, sociaux et culturels sont contenus dans notre Constitution. Et là, on parle de droit à l'éducation, de droit à l'eau, droit à l'énergie. Il y a tous ces droits qui ont de trait aux besoins fondamentaux de la population, le salaire adéquat, décent, donc l'alimentation, autant de ces questions économiques, sociales et culturelles, les problèmes des logements. C'est autant de questions qui sont très importantes et qu'au niveau des organismes internationaux, même au niveau des ONG, on réfléchit dans quel sens on peut saisir les juridictions pour qu'elles se prononcent dans le sens d'amener ou d'encourager le gouvernement à fournir plus davantage les droits économiques, sociaux et culturels à la population. Donc, c'est vraiment important. Par rapport à les avancées de droits économiques, sociaux et culturels, vu que ça dépend de moyens de l'État, on appelle ça le droit de programmation de ressources de l'État. Et la situation qui se passe actuellement en RDC, des crises sociales, bon, on considère beaucoup plus le droit civil et politique par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans une certaine mesure, on accorde un peu plus de l'importance ou on décrit beaucoup plus quand il y a arrestation arbitraire, quand il y a des situations de droits civils et politiques, mais de moins en moins, on fournit des efforts pour demander à l'État sa redevabilité par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, il y a des grandes structures comme l'ODEP, qui s'occupent des questions de dépenses publiques de l'État. Il y a des organisations qui s'occupent des questions de la corruption, qui sévit, qui fait qu'il y a des individus qui s'enrichissent follement et une majorité de la population qui croupit dans la misère. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette tendance qui veut qu'on puisse accorder aussi de l'importance aux droits économiques, sociaux et culturels. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement, on évalue les efforts du gouvernement par rapport au budget. Est-ce qu'il y a croissance de la ligne budgétaire par rapport à la question de rémunération des personnes? Est-ce qu'il y a croissance du budget, de la ligne budgétaire par rapport au problème de l'éducation? Là, il y a la gratuité. Nous avons aussi l'éducation permanente qui renaît et qui parle de l'éducation des adultes avec le CIDEP. Là, nous saluons vraiment son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour avoir réveillé et redynamisé, n'est-ce pas, l'éducation permanente dans le cadre des réformes LMD. Et donc, dans tous ces domaines de l'éducation, dans tous ces domaines de logement, dans tous ces domaines de la santé, il faut voir qu'est-ce que le gouvernement fait.
quelles lignes budgétaires accorder et quelles sont les décisions qui sont prises et comment la situation de la population change. Parce qu'il faudrait avoir un impact. L'impact, c'est quoi? Des malades qui meurent à la prison, des malades qui meurent à l'hôpital. Bon, quelles sont les mesures qui sont prises pour les soins médicaux de toutes ces personnes? Est-ce que les médecins font correctement leur travail? Ils sont bien rémunérés pour arriver à accorder un niveau de santé appréciable à ces populations? Donc, c'est autant de ces questions. La question des droits économiques, sociaux et culturels, elle est au fond même du développement. Et aujourd'hui, on parle des objectifs du développement durable, les ODD. Et donc, ce sont des efforts, comme vous l'avez dit, de manière progressive pour l'État. Il y a une programmation, mais aussi une coopération, une collaboration, un partenariat même mondial. Donc, là où l'État trouve qu'il y a des difficultés, il peut recourir à d'autres partenaires internationaux et même aux ONG, à d'autres partenaires, pourvu que la population puisse bien se porter, que ses droits soient respectés. Merci beaucoup, Maître Henri, que la population puisse très bien s'y porter, ce qui nous amène rapidement à entrer dans le vif du sujet, où nous allons parler sur la mise en œuvre des observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Comité des Nations Unies contre la torture. Pour un petit rappel, la RDC a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants, ce qui fait qu'en 2019, la République démocratique du Congo est passée devant ces comités pour l'examen de son rapport. Et ce qui fait que, suite à ces rapports, il y a eu quelques recommandations. Alors, Maître Henri, selon vous, qui êtes défenseur de droits de l'homme sur terrain, vous œuvrez dans la défense et la promotion des droits de l'homme, vous pensez qu'il y a un impact positif? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport aux recommandations qui ont été faites par le comité contre la torture? C'est une question qui est complexe. On ne saura pas répondre par une réponse oui. Il y a toutes les recommandations ont connu mise en œuvre. Il y a des recommandations qui ont donné des solutions et il y a d'autres recommandations qui nécessitent encore des efforts du gouvernement. C'est vrai qu'en 2019, le gouvernement a présenté son deuxième rapport périodique et donc un rapport même cumulé parce qu'il y a eu des retards. Et donc, après autant de retards, il a présenté ce deuxième rapport périodique et on a formulé des observations finales. Il y a des recommandations qui sont là. Et donc, parmi ces recommandations, comme je l'ai dit tantôt, il y en a notamment la question des détentions au secret. Là, vous avez suivi le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qu'on a réussi à fermer certains cachots secrets. C'est bon, c'est important. Et ce qu'on pourra encore encourager davantage pour notre gouvernement, c'est de présenter une liste de certains cachots où on mettait des personnes sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire et que c'est fermé. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, les réformes, elles sont multiples dans tous les domaines en ce qui concerne la torture. Aujourd'hui, par exemple, il y a parmi les recommandations la question de la Commission nationale des droits de l'homme. Là où il y a aussi une évolution, il y a une nouvelle équipe des commissaires qui sont là, qui ont été désignés pour continuer avec le travail de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une deuxième mandature. Et il y a des budgets qu'on aurait augmenté pour cette année. Il y a des efforts donc pour la Commission nationale des droits de l'homme de se déployer davantage sur toute l'étendue de la République et continuer à protéger les droits de l'homme, promouvoir les droits de l'homme. Il y a la question de MNP, Mécanisme national de prévention de la torture. Oui, il y a un comité qui a été créé et voir aussi maintenant comment renforcer ce travail de terrain. Ce sont quelques éléments importants. Il y a quelques débuts d'exécution des recommandations. Et là où il n'y a pas du tout de changement, c'est notamment la question des
la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Non, ça a évolué parce que maintenant, c'est au Sénat qu'on attend une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Mais on n'a pas une loi pour modifier la loi que nous avons actuellement, qui a criminalisé la torture. Parce qu'au début, donc, la torture, c'était un fait assimilé à d'autres infractions. Mais à partir de cette loi, la torture est une infraction autonome. Mais la loi n'est pas suffisamment connue. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'efforts pour vulgariser cette loi. Deux, il y a nécessité de réviser, de modifier cette loi pour y inclure, par exemple, la responsabilité du chef hiérarchique. Le chef hiérarchique. Il peut arriver qu'on ne voit pas qui est responsable de la torture, mais il y a une des victimes. C'est souvent aussi comme ça avec les cas de violences sexuelles. Il y a une telle troupe de militaires, telle unité qui sont passés par là, on ne sait pas qui a fait quoi. On recourt tout de suite au chef hiérarchique qui doit répondre. Aussi, la question de l'impunité. Est-ce qu'à ce jour, on sera capable, au prochain examen, c'est bientôt, en 2019, l'AUDEF et plusieurs ONG, ensemble avec l'Organisation mondiale contre la torture, on avait soumis un rapport et on voudra encore en soumettre. Est-ce que nous pourrons présenter des statistiques pour dire que dans telle province, il y a eu autant de cas de torture, il y a autant qui ont été jugés, autant qui ont été condamnés et autant de personnes victimes ont bénéficié d'une réparation? Voilà autant de questions. Maître Henri, merci beaucoup vraiment pour cet apport. Restons toujours par rapport à l'observation. Nous avons constaté que le comité contre la torture ont accueilli ces rapports avec satisfaction. Ils ont dit qu'il y a des avancées par rapport à l'amélioration de la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais ce qu'ils regrettent de plus, c'est parce que ces rapports ont été présentés en retard. Pourquoi tous ces manœuvres? Parce que dans la coutume, on présente les rapports 4 ans ou 5 ans qu'on passe devant le comité, mais la République démocratique du Congo a présenté ses rapports 8 ans après. Pourquoi c'est là? Oui, c'était un grand retard. Vous voyez que c'est en 2019 que le pays est passé, et puis 8 ans avant, c'est-à-dire depuis 2011, on n'a pas pu présenter des rapports. Et donc c'est un problème, et ceci a des rapports avec la collaboration avec les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Et donc le fait qu'on passe, c'est vrai, on passe l'éponge. Mais il faudra que le gouvernement, aujourd'hui, comprenne que donc je crois que cette année, l'année prochaine, on devra présenter un autre rapport périodique. Pourquoi on présente ce rapport périodique? C'est parce que d'abord, c'est une obligation, un engagement international en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et traitement, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Comme c'est une recommandation de présenter un rapport périodique et de montrer les efforts fournis par le pays pour mettre en œuvre la Convention, eh bien, il faudrait qu'à un certain moment, on analyse qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait pour mieux évoluer. Comme les observations finales datent de 2019, vraiment, c'est le moment de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Par exemple, les questions aujourd'hui de recours excessif à la détention préventive, c'est un véritable problème. Donc presque toutes nos prisons, et même dans des cachots, vous trouvez plein de gens. Donc il y a un recours excessif à la détention préventive, à la détention. Or, la détention, c'est une exception. Et ce qui est principe, c'est la liberté. Ça, c'est constitutionnel. Des lois, ce sont des conventions qui veulent ainsi. Pourquoi alors avoir transformé la liberté en exception? Et aujourd'hui, le principe, c'est la détention. Est-ce que c'est pour dire que le régime est plus rigoureux contre la criminalité? Parfois pas. Parce que dans ces cas de détention préventive, vous trouvez beaucoup de cas d'arrestation arbitraire et aussi beaucoup de cas où il n'y a pas de suivi devant la chambre disciplinaire. Voilà pourquoi AUDEF, Alliance pour l'Universalité des droits fondamentaux, avec d'autres structures, milite pour qu'on puisse reconnaître le droit des personnes détenues à saisir
le juge en chambre du conseil. Et là, c'est la compétence du tribunal de paix. Toute personne en détention irrégulière, il y en a qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, ils ne sont jamais passés en chambre du conseil. Eh bien, ces personnes, avec leurs avocats, ils peuvent saisir le tribunal de paix en chambre du conseil, qui appelle le ministère public à présenter le dossier, et la chambre du conseil examine si la détention est régulière ou pas, légale ou pas, et ordonne même la libération de la personne. C'est ça aussi le travail d'autres mécanismes, comme le mécanisme national de prévention de la torture. C'est ça aussi le travail de l'inspection générale des services judiciaires. Et tout naturellement, d'abord, c'est le travail du parquet. Mais si le parquet ne le fait pas, c'est à ce niveau qu'on dit qu'il faudrait que les personnes puissent avoir ce droit, que les tribunaux puissent reconnaître ce droit et qu'ils puissent demander au parquet. Parce qu'il faut toujours la redevabilité. Donc les institutions doivent avoir une certaine redevabilité devant la population. Parce que ces institutions sont créées pour les populations. Et c'est pour leur liberté. Si on arrête les personnes, les criminels, c'est pour l'intérêt des populations. Qu'on épargne les criminels de ces populations. Mais si on arrête et on n'est pas redevable face à cette population qui ne comprend pas pourquoi on arrête et on a autant d'arrestations qui soient arbitraires, qui ne sont pas régularisées devant la chambre du conseil, là c'est un véritable problème. Merci beaucoup, Maître Henri. La liberté est la règle, la détention est l'exception. Maître Henri, en parlant toujours des détentions, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un tribunal spécialisé pour uniquement les enfants. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que dans la pratique, à propos de la détention, lorsqu'on arrête le mineur au niveau de la police ou devant le parquet, le mineur sont détenus dans les amigos, dans le cachot avec les adultes. Vous ne pensez pas que cela aussi est un problème qu'on devra à tout prix résoudre? Franchement, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un véritable problème. L'enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans, qui commet un manquement, c'est comme ça qu'on parle, un manquement et non pas une infraction. Cet enfant, le lieu le plus idéal pour le garder, c'est le milieu familial. Donc on doit le garder en famille. Mais si on ne le garde pas en famille, l'enfant est arrêté dans des cachots, au niveau du parquet, au niveau de la police, 48 heures, une semaine, et surtout mélangé avec les adultes, hommes, femmes, c'est vraiment un crime contre, n'est-ce pas, la dignité de nos enfants. Selon la loi portant protection de l'enfant, lorsqu'il commet un manquement, son juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Qu'ainsi, tout OPJ, officier de police judiciaire, et tout magistrat de parquet qui met la main sur un enfant qui a commis un manquement, il fera mieux de transférer cet enfant auprès du tribunal pour enfants. Parce que ce sont des juges qui sont formés de manière spéciale pour s'occuper des enfants. Et ce juge, il sait qu'en principe, dans les 2 mois qui suivent, il doit prendre des mesures provisoires. Et parmi ces mesures provisoires, c'est par exemple placer l'enfant à la responsabilité de ses parents. Et donc charger que ses parents présentent l'enfant au niveau du tribunal, mais il reste à la famille. Et en même temps, l'enfant étudie. Vous bloquez un enfant pendant 1 mois dans un cachot, il n'étudie pas, c'est que vous êtes en train de créer forcément ce que nous appelons aujourd'hui des koulouna ou des criminels. Donc, il faudra tenir compte de cette réalité. Et donc, la justice pour enfants, elle est spéciale. Maître Henri, restons toujours dans cette question. Partons de la situation actuelle qui se passe au niveau de prison, précisément à Makala. Il y a trop de morts. Trop de morts. Oui, c'est vrai qu'il y a eu même des rapports qui ont été publiés récemment, le fait des cas de décès en détention. C'est un véritable problème. Et ce que nous devons retenir, c'est que la RDC qui a ratifié des conventions internationales devrait comprendre que tout cas de décès en détention est un cas suspect. Et il faut mener des investigations pour savoir de quoi les personnes sont décédées. Est-ce qu'on le fait? Parfois, on ne le fait pas.
on constate que la personne est morte et tout ça, on va s'occuper de l'enterrement. Là, ce n'est pas normal. Et pourquoi ces décès dans les milieux carcéraux? Parfois, c'est parce qu'il y a aujourd'hui promiscuité. Vous prenez la prison de Makala, centre de rééducation de Makala. Eh bien, une prison dont la capacité d'accueil, lorsqu'on a construit la prison, c'était 1500. Elle se retrouve aujourd'hui avec 9000, 10 000 et même plus. De 1500 à 9000. Donc c'est plus de 600% de dépassement, de surpopulation. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Des maladies, des transmissions des maladies et la mort. Parce que c'est une situation intenable. Voilà pourquoi nous levons très haut, nous lançons un cri, l'alarme, SOS, que toutes les autorités compétentes qui s'occupent des questions de détention prennent des mesures importantes pour régler cette situation. Surtout que la majorité des personnes en détention, elles y sont dans le cadre de détention préventive, parfois longue, arbitraire, illégale. C'est notre mot, c'est notre appel, c'est notre plaidoyer. Et surtout pendant ce mois de femmes, merci beaucoup, maître, pour l'invitation. Espérons que vous allez encore nous inviter et beaucoup plus inviter peut-être les femmes pendant ce mois de la femme, qu'elles viennent parler des problèmes des femmes. Je crois que ça sera intéressant. Merci beaucoup, Maître Henri, d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. C'était la DH à la portée de tous, le droit de l'homme à la portée de tous. Cette émission est diffusée à la radio-télé catholique Elika chaque vendredi à 19h et chaque mardi à 16h. Alors on se retrouve très prochainement.